Bonjour tout le monde. La troisième section de cette playlist est intitulée Configurer le guide sur Windows. Donc, après avoir vu l'historique des différentes générations des systèmes de contrôle de versionning, des VCS, et les DVSS, justement les systèmes distribués de contrôle de versionning, Git en fait partie déjà. Après avoir vu les principales caractéristiques du Git, maintenant il est temps de configurer le Git sur Windows. Donc, pour ce faire, on va passer par le prompt, on va lancer l'invite de commande et on va commencer à y travailler justement. Donc je vais me placer sur un dossier qui s'appelle Git. J'ai déjà créé. Je rappelle que Git nous fournit déjà trois différents scopes. Quand on parle de scope, c'est portée. En anglais, on parle de scope. En français, c'est la portée. Et trois scopes pour le stockage de ces données de configuration sur le Git, justement. Alors, ces scopes-là sont essentiellement global, system et local. Je m'explique. En fait, quand on utilise la commande git config, on devrait spécifier l'un de ces trois scopes. Donc là, je viens de les citer, local, global et system. Avant de commencer, il faut tout d'abord taper la commande git init. Donc, comme vous voyez là, initialized empty git repository in. Vous voyez le chemin là, parce que essentiellement, au départ, je me suis positionné sur ce dossier-là. Alors quand je tape la commande git init, ça va me créer cet élément-là. Vous voyez? Alors, voilà, si je fais tri par exemple, vous pouvez voir aucun sous-dossier existant, c'est normal parce que c'est un dossier caché. Alors, quoi d'autre? Donc, je parlais en fait des scopes. Les scopes sont local, global et system. Ces scopes figurent déjà dans le guide d'une façon donc en cascade. C'est en cascade. C'est-à-dire que l'un est inclus dans l'autre. Alors, quand on tape par exemple git config, on est dans un contexte de configuration essentiellement. Et que je tape global et puis list. Alors ça va me donner des éléments déjà que j'ai tapés auparavant, qui sont des paramètres de configuration globaux. Et pour pouvoir y accéder, c'est à travers un fichier qui contient déjà ces éléments-là. Alors git, config, global, edit. Alors je m'explique. Alors cette commande-là, ça va me donner les paramètres que j'ai définis auparavant. Alors, je vais en parler tout à l'heure. Ces éléments-là sont enregistrés dans un fichier. Ce fichier-là, ça s'appelle git config. D'accord? Alors je peux y accéder en tapant cette commande-là, git config double-6, donc 6 global double-6 edit. Alors je tape entrée, voilà. Et vous pouvez voir que ces éléments-là figurent déjà dans ce fichier. Alors dans l'éditeur, je peux voir que autocorrect, je vais en parler tout à l'heure, égale à 0, UI, user interface, c'est true. Et auto, CLRF, je vais en parler aussi tout à l'heure, c'est égal à true. Alors, je peux directement interagir par rapport à ce fichier. Vous savez, donc on est donc avec le VI donc d'Unix pour pouvoir éditer dans ce texte-là. Il suffit dans cet éditeur, pardon, il suffit de taper l'un des caractères petit i, grand I, petit a ou grand A pour que l'édition devienne possible. Alors, donc petit i, grand I, petit a ou grand A. Il
il suffit que, ça y est, j'ai tapé sur le caractère I minuscule, et maintenant j'ai droit de taper du texte. Alors je vais par exemple écrire name, et je vais mettre donc mon nom complet. Vous voyez? Je pourrais aussi introduire d'autres caractéristiques. Bien sûr, c'est pas à nous de spécifier ces caractéristiques-là, mais elles sont déjà prédéfinies. Par exemple, pour l'objet user, on a name, email, password, et beaucoup bien d'autres caractéristiques. Pour le help, il y a autocorrect. Pour le color, il y a UI. Et pour le core, il y a auto-CLRF. Et on verra tout à l'heure d'autres propriétés aussi. Pour pouvoir stocker, plutôt enregistrer le contenu et quitter l'éditeur, il faut appuyer sur Escape, le bouton échappe, je l'ai fait, 2 points, WQ. Donc ça permet d'éditer, c'est-à-dire de d'écrire dans le fichier. Donc W c'est pour dire write et Q pour dire quit. Voilà, donc si je retape la commande de tout à l'heure, donc git config global list, git config global list, que j'appuie sur entrée. Attendez. Voilà. Donc vous voyez là, la propriété que je viens d'ajouter, donc name, user.name, égale à mon nom. Les autres figuraient depuis tout à l'heure, donc sans aucun problème. Alors voilà, je vais les effacer pour vous dire comment les faire, comment les introduire à partir des commandes justement. Alors je devrais réouvrir le fichier de config qui s'appelle .gitconfig. Pour pouvoir y accéder depuis Windows, on est en train de travailler sous Windows, donc on va taper git config /global/edit. On est bien dans le fichier. Alors je vais effacer tout en fait. Pour pouvoir, je répète, pour pouvoir manipuler le fichier et son contenu, on est sur l'éditeur VI. Il suffit de cliquer sur le bouton, sur le caractère I minuscule, ou I majuscule, ou A minuscule, ou A majuscule. Voilà, donc j'ai tapé sur l'un de ces caractères-là. Et maintenant, je vais effacer ces propriétés-là. Alors, faites attention parce que c'est très délicat et il est fort probable que vous faussiez le fonctionnement si vous tapez un contenu inadéquat. Alors, j'ai terminé. J'appuie sur échappe, puis 2 points WQ pour sauvegarder justement. Je retape la liste maintenant. Voilà, donc user.name, il n'y a que mon nom maintenant qui figure dans les paramètres globaux de configuration. Pour le scope, je répète, je suis bien sur le scope global. Vous voyez? Alors je rappelle qu'il existe 3 scopes pour la configuration du Git: global, system et bien évidemment local. Alors, on peut voir par exemple la liste pour le scope system. Voilà, ça c'est les paramètres de configuration du Git par rapport à son scope system. Pareil aussi, vous pouvez voir les paramètres de configuration par rapport au scope local. Vous pouvez voir. Donc c'est affiché déjà, mais via la commande. Vous pouvez également accéder à ces fichiers-là, c'est possible de le faire, en tapant tout simplement Edit. On est sur le scope, accéder au scope local. Vous devez avoir le même affichage, le même contenu. Voilà. Ça, c'est le contenu, donc il ne faut pas toucher à ce contenu-là. Ça risque de ruiner votre travail, votre configuration du Git sur tout le système Windows. Donc faites attention. Escape, 2 points Q
Étant donné que j'ai pas attribué du contenu à ce fichier, donc il suffit de quitter. Voilà, j'ai quitté maintenant, je vais faire CLS pour nettoyer l'écran. Alors, pareil aussi, donc je peux accéder au fichier de paramètres de configuration de système. Tout à l'heure j'étais sur le scope local. Ici c'est le scope system. Vous pouvez voir. Je tape entrée. Et voilà, j'ai aussi accès au contenu de fichier. Donc pour le scope system. On verra tout à l'heure ce que c'est que AutoCRLF. On aura une commande qu'on va taper pour justement configurer notre guide sur ce système Windows. Alors je vais pas travailler en mode write, donc escape, Qlan, et je sors. J'ai rien touché par rapport au scope system et local. J'ai juste travaillé sur le scope global en introduisant uniquement mon nom, et j'ai pu le faire depuis la commande. La commande c'est là, donc attendez. Bon, c'est pas grave. Donc c'est config. Ah, plutôt je l'ai fait depuis le fichier. Ah oui, j'ai fait depuis le fichier, non pas depuis le... c'est pas grave, donc je vais introduire un autre paramètre, à part le name. Donc git config global. Cette fois-ci, je vais introduire... C'est comme un format JSON, vous voyez, c'est le nom de l'objet, point, le nom de la propriété, l'attribut. Ici, c'est email. Je peux mettre mon email. Alors faites attention si vous commettez une erreur. Bon, ça risque de fausser les choses, mais a priori, ça ne va pas donner de résultat. Après, quand vous travaillez sur le remote ou sur le local repository, il y aura probablement des problèmes de ce genre. Bon, j'essaie de commettre une erreur plus flagrante. Je sais pas, par exemple, je fais ça. Ah voilà. Error key does not contain a section. Use. Bien sûr, parce que le fichier, il reconnaît les mots-clés. C'est-à-dire, il a ses objets à lui, qu'on ne peut pas vraiment modifier. On peut les utiliser, oui. On peut y accéder, on peut y attribuer des valeurs. Mais on ne peut pas... disons, tronquer le contenu ou changer d'appellation. User, c'est user. Alors, email, je vais mettre ici les double quotes. Alors, entrée. Alors, comment on fait maintenant pour voir le contenu? C'est simple. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, il suffit d'aller à Global. Je travaille sur le scope Global, non pas le scope System. Et je vais faire Edit. Et vous voyez là, donc il y a déjà les deux emails que j'ai introduits. Donc ça n'a pas vraiment de sens parce que c'est erroné, il manque le L. Par contre, je vais garder l'autre. Alors pour pouvoir passer en mode édition, on tape la lettre A par exemple. Je vais effacer ce contenu-là. Puis je vais appuyer sur le bouton échappe et je vais appuyer sur $WQ pour write et quitter. Voilà, je retape maintenant la liste pour voir ce que j'ai dans les paramètres de configuration globale justement. Et voilà, donc j'ai déjà mon nom et mon email sans aucun problème. Quoi d'autre? Voilà, donc c'est bon pour cette partie-là. Donc, pour récapituler, dans la configuration du guide sur Windows, on distingue trois types de scope. Le scope system, le scope local et le scope global. On a travaillé essentiellement sur le scope global pour pouvoir éditer, c'est-à-dire à chacun de ces scopes-là correspond un fichier. Le fichier, généralement, c'est pas évident d'y accéder directement via
via la ligne de commande. Donc, on peut y accéder. Donc, Git nous donne la possibilité d'y accéder via cette commande. Vous tapez git config, vous spécifiez le scope ici, global ou system local. C'est à vous de voir. Et puis, avec les doubles slash edit, vous avez accès à votre fichier. Vous pouvez le lire, vous pouvez le modifier. Et je conseille de ne pas toucher aux fichiers de scope respectifs system et local. Vous avez intérêt à travailler via l'invite de commande. C'est plus rassurant que de travailler sur le fichier directement. Vous voyez? Bref. Donc, voilà, c'est tout pour les scopes. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, le fait... Donc, voilà. J'ai déjà dit qu'il faut faire attention. Donc, parce qu'une fausse manipulation touchant à ces fichiers-là, ça risque de ruiner la configuration entière du Git sous votre système Windows. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, je rappelle aussi que les paramètres globaux pour le scope global figurent dans le fichier .gitconfig qui existe quelque part dans le système du Git déjà installé et mis en place sur notre système Windows. Donc, je vais commencer. Donc, à part le name ici, je pourrais interagir par rapport à d'autres objets, tels que par exemple core.editor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, vous aurez quel éditeur qui va s'exécuter quand vous avez manipulé vos fichiers. Et de ce fait, vous avez le droit de spécifier Emacs par exemple, ou VI, ou VIM, ou alors Notepad par exemple, oui, ou alors Notepad++. Donc c'est à vous de choisir. Bon, par exemple, je vais mettre Notepad. Ouais. Donc si maintenant je vais accéder aux paramètres globaux, je vais taper liste, donc je vais retrouver voilà code.editor, c'est un autre objet, ça fait pas partie du user, c'est un objet code.editor notepad. Alors, je vais tenter avec vous en tapant edit par exemple. Vous voyez, donc là ça a changé au moment de la saisie, donc je n'ai plus le Vim, j'ai plutôt le Notepad qui s'exécute au moment de l'ouverture de ce fichier-là. Vous voyez? Si par exemple, je vais changer, je vais mettre Emacs par exemple, et que je veux éditer maintenant, voilà, waiting for the editor to close the file, error cannot spawn max no such file. Parce que c'est pas installé sur ma machine. C'est pour cette raison-là. Par exemple, si je mets Vim, voilà, et que je fais edit, voilà, ça va m'ouvrir pareillement mon fichier .gitconfig, mais cette fois-ci avec Vim comme éditeur et non pas Notepad. Voilà. Si je mets, par exemple, cette fois-ci, je vais mettre VI, que je vais éditer de nouveau. Voilà. Il n'y a pas une grande différence derrière l'une et la dérivée de l'autre. Donc, VI ou VIM, donc c'est pratiquement la même chose. Donc, je vais quitter. Voilà. Donc, c'est ça, c'est bien ça. Pour la commande core.editor, donc c'est là vous spécifiez directement votre éditeur que vous avez utilisé justement. Alors je passe à la commande après, qui est en fait ça fait pas partie de l'objet code, mais plutôt de l'objet help. Donc help.autocorrect. Alors je vais lui affecter la valeur. Initialement, je vais lui affecter la valeur 0. On va voir ce que ça va donner. Et puis, c'est comme son l'indique en fait, help.autocorrect, c'est pour assurer l'autocorrection de vos commandes.
Si jamais vous trompez en tapant une commande, là où vous commettez donc misspelling ou voilà, vous inversez 2 caractères ou autre, donc Git, il peut anticiper, vous corrigez l'erreur et vous donnez le résultat de votre commande, bien qu'elle soit fausse. Bon, à ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à faire, par exemple, parce que là, on lui a affecté la valeur 0, donc ça va pas réagir. Bon, je vais m'exercer par rapport à un exemple. Je vais taper echo, par exemple. Tout le monde aujourd'hui parle de Covid-19, donc je vais mettre Covid-19. Donc echo, connaissez tous la commande echo sur Windows, donc ça permet de mettre du contenu à un fichier auquel vous attribuez un nom. Alors ce fichier-là, je vais l'appeler ici covid19.txt. Voilà, ce fichier-là, il figure déjà dans le dossier Git. Alors si par exemple je tape la commande, donc je voulais voir le statut. Alors, je tape status et que je me suis trompé en tapant SU au lieu de US. Normalement ça doit être status, donc je me suis trompé, j'ai mis STA-TSU. Alors je tape entrée, regardez. Git, donc is not a git command, donc STA-TSU is not a git command, si git help. Donc là, vous pouvez bien évidemment taper git --help et vous aurez toute la liste de toutes les commandes. Mais là, c'est vrai que je me suis trompé de commande, Git n'a pas anticipé. Pourtant, j'ai un fichier qui est là, normalement la commande git status. Ça aurait dû m'afficher qu'il existe déjà un changement, un fichier qui a été ajouté, qui devrait être commité. Et ça n'a pas été fait. Par contre, c'est un scénario que je suis en train de vous montrer pour vous dire comment la chose fonctionne. Maintenant, je vais mettre autocorrect à 1. D'accord ? Et j'appuie sur Entrée. Alors, je vais maintenant, justement, retaper la commande erroné, status. Donc, STA-TSU, ça doit être status. Alors, je tape Entrée et regardez ce qui se passe. Justement, là, warning, you called the git command, name it. Bon, la commande erronée, which does not exist. Continuing in, donc là, le temps d'exécution, assuming that you meant status. Donc, on suppose que vous voulez dire status. En branch master, donc ça c'est on est sur la branche master, no commit yet, donc là, on a déjà exécuté la commande, pourtant elle était erronée lors de son introduction. Untracked files use git add files to include in what will be committed. Donc on vous indique qu'il y a un fichier nouveau déjà, il est marqué en rouge, et que ça devrait être commité pour garder une trace justement. Nothing added to commit, but untracked files present. Use git add to track. On vous indique aussi que vous avez intérêt à utiliser la commande git add pour ajouter ce fichier-là à votre commit. Donc, juste pour vous montrer que autocorrect, quand c'était mis à 0, ça n'a rien fait. Quand on a tapé une commande erronée, c'est vrai qu'on vous indique qu'il s'agit d'une erreur, mais on n'anticipe pas. Par contre, quand on a tapé autocorrect à 1, il y a une anticipation. Donc là, on vous corrige non seulement la commande, mais on vous l'exécute aussi. Je vais voir si je tape une commande. Soit disons que voilà, c'est flagrant et que l'erreur elle est flagrante, une commande qui est très erronée, bien sûr. Là, il y a des limites à tout. On ne peut pas anticiper une commande qui est inversée, par exemple, mais voilà, ça peut pas
être fait comme ça. Si je tape par exemple statue, pareil, donc the statue is a command in GitHub. Mais par contre, si je tape status double S, voilà, ça vous exécute la commande sans aucun souci. D'accord? Alors si je reviens maintenant aux paramètres globaux et que je veux lister donc ces configurations-là que j'ai faites, voilà, vous pouvez voir que j'ai déjà call.editor.vi et help.autocorrect à 1. C'est déjà pas mal. Très bien. Quoi d'autre donc? Une autre commande que j'ai tapée, donc git config global. Et cette fois-ci, je vais mettre color.ui. Je vais le mettre à false. CLS, du temps. Alors je reprends. Alors git config double dash global color.ui, je lui ai attribué la valeur false. Alors, c'est quoi en fait? C'est une propriété qui permet de distinguer les fichiers à commiter ou à ajouter. Vous mettez status par exemple, par rapport aux fichiers par exemple qui sont déjà valides, qui sont passés par la commande commit. Alors si je mets à false par exemple et que je reviens sur status, vous voyez, le fichier il est là. Tout à l'heure c'était en rouge, maintenant ce n'est plus en rouge, c'est la couleur blanche, blanc sur noir. D'ailleurs, la commande elle est erronée, mais ça a été corrigé grâce à la commande autocorrect à laquelle on a attribué la valeur 1. Mais là, ce qui dérange un peu, c'est qu'il n'y a pas de truc lisible. C'est vraiment un peu louche. Et on n'arrive pas à décortiquer le message. Parce que tout à l'heure, c'était bien coloré. Alors, c'est pas grave, on n'a rien raté. On va y revenir. Et puis, on va taper... donc, on va le mettre à auto. Donc, Color UI, c'est auto. Puis, je vais reprendre la même commande erronée en y ajoutant un S. Et puis voilà, vous voyez que la différence ici, donc covid19.txt, covid19.txt, ici c'est en rouge. Ça fait quelque chose, alors que là c'est en blanc, ça fait rien. Donc c'est voilà. Quoi d'autre? Alors je vais le mettre de nouveau à false. Status. Alors la commande status, elle est où? Ah voilà. Status. Donc vous voyez donc là, c'est en blanc. J'ai fait exprès pour vous montrer aussi, même quand je tape la commande git add, donc covid19.txt, je fais un commit ici. Donc vous voyez que quoi? Ah voilà. Il y a une erreur fatale parce que j'ai tapé le nom de fichier d'une manière erronée. Donc, did not match any files. Donc, je vais corriger Covid-19. Regardez maintenant. Voilà, c'est déjà commité. Si je tape git status nouveau, vous voyez que voilà, no commit yet. Donc, il n'y a rien de... Normalement, si j'ai mis la couleur à auto, j'aurai ça en vert. Vous voyez? Donc c'est pas grave. Je vais tout refaire, mais cette fois-ci avec la propriété color.ui qui était donc dont la valeur est égale à auto au lieu de false. Maintenant, c'est mis à false.
Voilà, je vais vous montrer git config global. Et puis, je vais mettre la liste. Donc maintenant, c'est color.ui, c'est égal à false. Maintenant, je vais la mettre à auto. Et on va voir ce que ça va donner. CLS pour nettoyer. Alors, voilà, donc je vais mettre cette propriété-là à auto. Je devrais quand même toucher au fichier en y ajoutant par exemple du texte pour que ça soit modifié. Donc echo, je vais mettre par exemple, qu'est-ce que je vais mettre? Donc echo, ou alors je vais l'ouvrir carrément, donc notepad, comment on l'appelait, que vide 19.txt. Voilà, il est là. Que je veux je vais CTRL S et je vais fermer. Donc il y a un changement qui a été effectué, n'est-ce pas? Alors je vais mettre git status. Regardez maintenant, on vous indique que changes to be committed. On vous indique qu'il y a un nouveau fichier, donc le fichier là, le serveur, change not staged for commit. On vous indique que ce fichier là, il a déjà été rectifié et ça devrait être pris en considération. Vous voyez? Alors, ce qu'il faut faire à ce niveau, c'est que on devrait faire git add covid 19.txt et puis mettre git commit-m pour donner un message, second commit, hein. Voilà, et voilà. Donc voilà, donc un one file changed, 5 insertions, on vous indique même le nombre d'insertions effectuées. Et puis voilà le nom de fichier qui est là. Si je fais maintenant git status, donc nothing to commit, tout est commité, il n'y a pas de souci, tout marche en règle. Voilà. Ça c'est pour la commande color.ui, donc ça vous donne une idée sur le contenu et voilà, donc vous pouvez voir les fichiers qui ont été modifiés, qui n'ont pas été commités et vice versa. Donc voilà, ça vous aide énormément lors de vos traitements avec les commandes Git. Donc s'il est recommandé de mettre cette propriété à auto au lieu de false. Très bien. Très bien, donc une autre commande aussi qui est donc on devrait élaborer dans ce tutoriel, c'est la commande. Donc, je vais faire CLS que je screen par git config. On est toujours sur le scope global, c'est là où on travaille le plus. Et puis code. Vous voyez, donc là, généralement, de façon générale, les paramètres les plus touchés, c'est user, core, code, help aussi pour l'autocorrect. D'accord? Donc vous travaillez essentiellement sur ces objets-là. Alors core.auto-crlf. Auto-crlf. Alors, ça veut dire quoi? Auto-crlf. Justement, c'est un problème général qui se pose puisqu'on travaille sur plusieurs plateformes. C'est ennuyeux d'en parler parce que le CRLF, ça pose problème, ça posait problème pour beaucoup de gens. Et ça revient au fait que, quand vous travaillez sous Windows, il y a toujours la notion de retour chariot. Le retour chariot, sous Windows, il est défini par CR, carriage return, CR, donc CR, carriage return,
et LF qui veut dire line feed. Line feed. Je ne sais pas si... non, donc CRLF, donc carriage return et line feed. Donc c'est toujours, on a le CR qui est suivi du LF. Ça c'est sous Windows. Par contre, sous Linux et sous Mac, qui ont pratiquement le même noyau, donc on parle d'un ancêtre commun qui est Unix, et puis Linus Torvalds, donc il a créé le noyau kernel de Linux, et voilà, donc il y a une grande ressemblance entre les systèmes macOS et Linux. Sous Linux et sous Mac, le retour chariot il est défini par LF, et non pas CR, donc LF uniquement. Alors le problème qui se pose là, c'est que quand vous travaillez sur plusieurs systèmes simultanément, vous avez un repo commun qui est normalement censé assembler et contenir toutes les contributions par rapport à vos codes sources. Alors comment on va faire pour que les choses soient réglées normalement, sachant que chacun des développeurs travaille sur un environnement différent? Alors la question qui se pose là, comment y remédier justement? Le retour chariot sous Windows, il est représenté par CRLF, tandis que sous Linux et Mac, il est représenté par LF. Alors, pour remédier à ce problème-là, pour que la représentation du retour chariot ainsi que son extraction par la suite se fasse dans la règle de l'art, on devrait spécifier, si jamais vous travaillez sous Windows, donc CRLF, vous avez intérêt à mettre cette propriété à tout pour que CRLF soit converti en premier lieu en LF, et puis en décompression ou en extraction, ça va être converti du LF vers CRLF. Ainsi, on aura donc une version compatible. Si vous travaillez sous Linux ou sous macOS, vous mettez cette propriété à input pour dire que là, il n'y a pas de souci, vous maintenez LF. Là, c'est du LF, on le maintient, c'est un retour chariot, je veux dire par ça, retour chariot, donc je devrais le garder. Vous n'avez pas à me faire des conversions, gardez l'input et qu'il est. Vous voyez? Par contre, si vous êtes un développeur sous Windows, que vous faites du développement sous Windows, que vous contribuez, que vous voulez garder un retour chariot que vous avez tapé accidentellement ou vous voulez voilà, donc maintenir dans votre fichier, il faut absolument mettre cette propriété à false. D'accord? Pour récapituler, si vous travaillez sous Windows, normalement, vous mettez ça à true. Si vous travaillez sous Linux ou macOS, vous mettez ça à false, à input. Et si vous travaillez sous Windows en tant que développeur du système, vous mettez ça à false. Voilà, donc j'espère que je suis parvenu à passer le message. On travaille sous Windows, donc je vais mettre ça à true. Il n'y a pas de souci, donc ça va faire la conversion puis l'extraction sans aucun problème. Alors, je reviens sur Git config et puis global et je vais mettre la liste. Et là, donc le name, l'email, le editor, auto-CRLF, true, donc autocorrect 1 et color.ui, c'est auto. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qui reste à voir pour la configuration du Git sous Windows? Donc, on a pratiquement tout vu. Les paramètres globaux avec lesquels on est parvenu à configurer notre système. Et puis, voilà, vous pouvez aussi afficher le fichier. Donc, le fichier, je répète, c'est .git config. Il est là. Vous voyez, le nom de fichier il est là.
.git config, vous voyez. Alors le noyau c'est Unix, c'est l'ancêtre de tous les systèmes d'exploitation, tous les operating systems au fil du temps, vous voyez. On est avec l'outil, l'éditeur VIA, parce que on a choisi avec la commande, si vous vous rappelez, c'est quelle commande? Call.editor, voilà. Et puis voilà, call.editor. Quoi d'autre? Je peux sortir maintenant, escape 2.q, j'ai pas changé, j'ai pas attribué de rectification. Quoi d'autre? Donc voilà, donc si je vais aller dans System, je peux aussi voir d'autres paramètres qui sont propres donc au scope system du Git, configuré sur votre système Windows. Et on est là, regardez, ça figure dans Program Files, Git, ça c'est le chemin, etc, Git config. Vous voyez, si jamais vous voulez savoir à quel fichier correspond ce scope-là, le scope system qui est là, vous voyez. Peut-être vous vous trouvez plus à l'aise en travaillant avec les commandes Git sous Linux, sous macOS plutôt que sur Windows, mais bon, il n'y a pas de souci, donc tout peut se faire, quel que soit votre système d'exploitation normalement. Alors je vais quitter pour vous montrer le troisième scope là, qui est en fait le scope local. J'y suis, et voilà, donc c'est local, et voilà les propriétés, et le fichier, voilà, ça correspond à cet élément-là, donc c'est config, qui figure dans le dossier Git, qui lui aussi dans le dossier Git, à partir duquel j'ai commencé mon traitement. Je me suis positionné sur ce dossier en mettant cd change directory, parce que j'étais dans ce dossier-là, donc en tant qu'utilisateur. Voilà, donc je ne vais pas faire de modifications. Je répète que vous faites attention, c'est trop risqué de toucher au système et local. Par contre, vous pouvez manipuler quelques paramètres de vos paramètres globaux, donc dans le fichier .git config, tel que le name, core, donc, le help. Tous ces objets-là, vous pouvez toucher leurs propriétés. Bien sûr, pas toutes les propriétés, mais quelques-unes. Alors, admettons maintenant que vous voulez changer votre nom. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez tapé comme commande? Git, config, donc globe. Et puis on va mettre name, pas plutôt user.name. Supposons que j'ai mis voilà, donc x, y, z. Bon, n'importe, c'est pas grave. Et tout, il y a une autre commande qui permet de changer le nom, tout simplement, sans pour autant passer par... Parce que là, justement, la propriété user.name figure, donc pas la peine de mettre /globe. Directement, vous mettez name, il va reconnaître directement. Le système du Git, il va reconnaître que vous voulez changer cette propriété. Donc, alors on va voir dans la liste quel changement a été fait. Vous voyez là, donc déjà... Ah, je suis trompé, c'est plutôt globe. Vous voyez, donc... apparemment, le changement n'a pas été attribué. Pourquoi? Je devrais m'en assurer. Où est-ce que j'ai tapé attendez. Alors, je reprends. Alors, normalement...
supposons que je vais taper la commande ls global et que je veux que le user en name, donc je vais mettre x, y, z. Bon, je tape entrée, puis je vais lister. Voilà, donc ça a été, le changement a été fait. Déjà, j'ai le nom qui est là. Alors, supposons que réellement, c'est pas mon vrai nom. Je me suis trompé, je veux faire une marche arrière. Je veux me rattraper, je veux revenir à l'étape précédente. Comment je fais? Git vous l'autorise. Alors, comment vous faites? C'est simple. Vous tapez git, config. Il y a toujours les préfixes git et config qui sont là. Ils se répètent tout le temps. Et puis vous mettez unset. Un, c'est le préfixe pour dire. Alors j'annule unset et user.name. On va voir donc la liste. Oh, ça n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourtant ça a été configuré. Alors, excusez-moi, je vais revenir en fait sur la commande inset. Il y avait une erreur ici, j'ai oublié de mettre l'argument /global justement. Alors, je reprends. Si par exemple, initialement, on suppose que user.name, donc c'est moi-même. Voilà, donc et qu'après, voilà, donc je vais mettre la liste ici, voilà, il est là, le nom il est là, vous voyez. Et qu'après, je voulais changer, par exemple, le nom, donc je me suis trompé, j'ai introduit un faux nom. Voilà, donc, voilà. Et que j'ai introduit aussi une fausse adresse email, par exemple. Ouais. Voilà, et après, dans les listes, voilà, je peux trouver l'email et le name avec les nouvelles valeurs. Donc celle-là et celle-là. Maintenant, je veux annuler ce que j'ai fait. Je veux revenir, donc rectifier la branche déjà et faire un pas en arrière. Comment je fais? C'est simple. Donc voilà, donc vous mettez unset et vous spécifiez la propriété ou l'attribut que vous voulez annuler. Alors je reviens dans les listes. Donc attendez. Asset.username. Voilà, donc je vais lister ces deux propriétés-là. Donc git config global puis list. Et je veux maintenant annuler la dernière transaction. Donc global set et puis user. Voilà, c'est annulé déjà. Pareil pour l'email. Alors c'est tout en fait pour ce tutoriel. Je vous remercie pour votre attention. On a pu ainsi manipuler pas mal de propriétés. Je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel pour vous expliquer la manière dont on configure un repository localement, et le tutoriel qui va suivre, c'est comment configurer
un remote repository à partir d'un repo local via les commandes de base de Git.